Bonjour, aujourd'hui j'aimerais parler du chapitre 1 du CECRL. Et donc le chapitre premier du CECRL explicite que le cadre européen commun de référence dans son contexte politique et éducatif. Un contexte politique et éducatif. C'est-à-dire que d'emblée, dans le CECRL, on va dire que le CECRL a des visées et s'inscrit dans une politique spécifique. Il n'est pas neutre. Le CECRL n'est pas neutre politiquement. Et que ce contexte politique et éducatif est commun évidemment à l'Union européenne et aux pays de l'Union européenne. Donc la première chose qui me paraît importante dans ce premier chapitre, c'est ce qui est déjà dit dans l'avertissement, page 4. Il y a un avertissement où les rédacteurs du CECRL montrent bien qu'ils ne favorisent pas une méthode en particulier ou une chapelle en particulier. Et que libre à chacun de faire les choses comme il l'entend et d'avoir une application du CECRL qui est large. Bon, ça c'est la première chose qu'il faut retenir. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est que à la page 9, donc je cite, la communication met tout l'être humain en jeu. C'est-à-dire, ici on ne parle pas d'élèves, on ne parle pas de concepts qui seraient fractionnés dans des théories ou dans des connaissances qui seraient fractionnées. Mais on prend l'apprenant et la personne qui est en face de nous comme un humain avec tout ce tout ce que ça implique. Les compétences isolées et classifiées ci-après se combinent de manière complexe pour faire de chaque individu un être unique. Chaque individu un être unique. Donc là, on est quand même dans une logique où on n'est pas dans une globalisation des élèves où tout le monde va faire la même chose au même moment et sera considéré de la même manière nécessairement par rapport d'un individu par rapport à l'autre, justement. On n'est pas dans le cours frontal, d'accord, qui est parfois encore visible, même souvent, ou le cours frontal où les élèves sont pris comme un bloc. On parle bien de chaque individu un être unique. C'est-à-dire il faut partir du principe. Là, on est à page 9, chapitre 1er. On part du principe que chaque élève est un être unique et doit avoir l'opportunité de s'exprimer par rapport à sa propre sensibilité, sa propre personnalité, sa propre identité. On ne peut pas concevoir dans ce cas de figure que tout le monde fasse la même chose et que la même chose soit attendue de tout le monde. Chaque individu est un être unique. Bon. En tant qu'acteur social, chaque individu établit des relations avec un nombre toujours croissant de groupes sociaux qui se chevauchent et qui tous ensemble définissent une identité. Donc on part bien de l'acteur social, donc de l'individu comme étant unique, le citoyen, et qui est en relation avec d'autres citoyens, d'autres communautés, et qui devient un acteur social. Un acteur social, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout seul dans son coin, et le but n'est pas de lui faire réciter quelque chose qu'il aurait appris par cœur, comme tous les autres, et que tout le monde dise la même chose, et puis on passe à autre chose. On évalue, et puis on passe à autre chose, et on dit qui c'est qui a une mauvaise note, qui c'est qui a une bonne note. C'est pas la question. Ici, on est dans une logique de communication, on est dans une logique de différenciation des élèves, c'est-à-dire d'individualisation, et on est dans une logique de pluralité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs communautés, il y a plusieurs manières de voir les choses, il y a des interactions qui se font,
et que ces interactions, elles se font par la société, par le contexte social. Hein, on dit là des groupes sociaux. C'est par la société que ça se passe. C'est pas quelque chose, on insiste bien dans la première page, hein, en réalité, c'est la première page du CECRL. Et on met très clairement en exergue le fait que la langue ne vient pas du cerveau, mais elle vient de la société. C'est-à-dire que c'est l'observation, l'interaction et les éléments sociétaux qui vont déterminer l'apprentissage de chaque apprenant qui est lui-même un acteur social. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que souvent, avant le CECRL, on considérait que la langue, c'était quelque chose qui venait du cerveau. Et on était intelligent ou pas. Hein, on avait le talent ou pas de faire de la langue. Ici, on est dans une autre logique. On est dans la logique de Vygotsky, en réalité. Hein, c'est-à-dire que les compétences langagières viennent de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est en étant en contact avec la société qu'on apprend quelque chose, et pas l'inverse. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez déterminant. Donc on parle aussi ici de la politique et de la direction politique, où on veut se battre contre les discriminations. On fait en sorte qu'il y ait un échange et qu'il y ait de la diversité linguistique et culturelle. D'accord ? Qui est, alors je cite, une ressource commune, précieuse, qu'il convient de sauvegarder et de développer, et que les efforts considérables s'imposent dans le domaine de l'éducation, afin que cette diversité, au lieu d'être un obstacle à la communication, devienne une source d'enrichissement et de compréhension réciproque. Voilà. Et donc ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on ne va pas imposer une langue, on ne va pas faire une langue officielle de l'Europe que tout le monde doit apprendre et qu'on va communiquer avec cette langue-là. Non, au contraire, on va se servir de la richesse culturelle et linguistique de l'Union européenne pour permettre à tout le monde d'accéder à cette richesse culturelle et donc de mettre en place des manières d'enseigner pour que tout le monde puisse apprendre une langue. Voilà. En fonction de critères qui sont définis et de critères qui sont basés sur la communication et l'échange. Faciliter la communication et les échanges entre Européens de langues maternelles différentes et partant à favoriser la mobilité, la compréhension réciproque et la coopération en Europe et à éliminer les préjugés et les discriminations. Éliminer les préjugés et les discriminations. C'est-à-dire qu'on est dans une logique qui sont les valeurs de l'Union européenne. La solidarité, le partage, la démocratie, la paix, l'entraide et la communication entre les peuples. Donc on est là dans une logique tout à fait ouverte, humaniste on pourrait dire, qui n'est pas qui tranche, si vous voulez, qui est opposée finalement à une autre ou d'autres orientations politiques qui seraient nationalistes par exemple. On n'est pas dans le nationalisme, là c'est le contraire. On n'est pas dans l'isolationnisme. On n'est pas dans le repli sur soi ou dans le rejet de l'autre ou dans le rejet de l'immigration et de l'immigré, etc. On n'est pas du tout là-dedans, dans la xénophobie, etc. Ce que pourraient parfois revendiquer certaines politiques. Ici, on est dans une politique tout à fait spécifique qui est la politique de l'inclusion, la politique du partage et de la mobilité, hein, et de l'échange et de la communication. Donc ça, ce ne sont pas ici des idéologies. Hein, parfois, on entend dire que c'est une idéologie. On est dans la réalité. On va voir dans le CECRL que tous les chapitres, justement, expliquent comment on va arriver à promouvoir ça. Alors, ils disent bien que c'est un travail. Hein, ça ne se fait pas tout seul. Et c'est un travail considérable. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Alors, il y a aussi dans ce premier chapitre, qui n'est pas très long, hein, mais qui est essentiel, justement pour tout ce que je viens de dire, il y a juste un autre élément aussi qui me paraît important, c'est outiller les Européens
pour les défis de l'intensification de la mobilité internationale et d'une coopération plus étroite les uns avec les autres, et ceci non seulement en éducation, en culture et sciences, mais également pour le commerce et l'industrie. Donc on a éducation, culture, sciences, commerce, industrie. Ça fait 5 éléments qui sont cités. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que parfois j'entendais des gens critiquer le CECRL en disant ça ne s'adresse qu'au monde du travail. Non, c'est pas vrai. C'est marqué que c'est pour l'éducation, pour la culture et la science, donc 3 éléments, et évidemment le monde du travail, c'est-à-dire le commerce et l'industrie. Mais pour certains, c'est quelque chose de plutôt péjoratif. Évidemment que le CECRL se place dans l'échange commercial, dans le monde du travail, etc. Et je vois pas où est le problème. Donc là, parfois, il y a des critiques comme ça qui ont été émises là-dessus, sur le fait qu'il y a cette proximité avec le monde du travail, le monde de l'industrie. Mais ça, c'est tout à fait logique. Enfin, je veux dire, les gens travaillent dans la vie pour contribuer à la société et pour gagner leur vie. Enfin, je veux dire, une des raisons aussi principales et majeures et récurrentes d'apprendre une langue, une des motivations, c'est le travail, c'est dans le monde du travail. Moi, je suis professeur d'anglais. Il est difficile de faire l'impasse sur l'anglais dans le monde du travail. Dans à peu près n'importe quel boulot, on va vous demander de parler anglais. Donc l'anglais, le travail, c'est une motivation et une raison fondamentale récurrente d'apprendre l'anglais. Évidemment, il n'y a pas que ça. Mais le monde du travail est important. Et il n'y a pas de honte à se placer là-dedans. Bon. Et donc, à la fin, il y a marqué quelque chose qui peut parfois être un petit peu interprété. C'est-à-dire, alors, il y a une petite section qui dit que le CECRL est à usage multiple, pour l'utiliser à toute fin possible dans la planification et la mise en disposition des moyens nécessaires à l'apprentissage d'une langue. Donc on peut l'utiliser de plein de manières qu'on veut. Souple, pour l'adapter à des conditions différentes. Donc il n'y a rien de dogmatique. On ne vous dit pas il faut faire ci et ça, ou il faut... Non. Il est ouvert, il pourra être étendu et affiné. Il n'est pas fini, il est dynamique, il sera en constante évolution en fonction des feedbacks apportés par son utilisation. Là aussi, on est ouvert à l'évolution. Convivial, ça va présenter de façon à être directement compréhensible et utilisable par ceux à qui il est destiné. Il suffit de lire et puis on peut l'utiliser. Enfin, je veux dire, on verra les grilles des descripteurs de référence, on voit que c'est utilisé de manière très utile dans les salles de classe, dans les évaluations, etc. Non dogmatique. Alors, il n'est rattaché de manière irrévocable et exclusive à aucune théorie ou pratique concurrente de la linguistique ou des sciences de l'éducation. Bon. Donc, on dit, nous, on fait la promotion d'aucune méthode ou d'aucune chapelle. Sauf qu'on a dit que c'est quand même basé sur l'apprenant comme étant un acteur social. Donc, on a quand même une direction extrêmement forte, qui est celle de la sociolinguistique. On n'est pas dans la logique ici, on pourrait dire chomskienne, ou dans la logique de la grammaire générative, qui dirait il faut réveiller les capacités internes des élèves et leur faire répéter des choses pour qu'ils soient capables de réciter des leçons. C'est pas exactement ce qui est dit là dès le départ. Bien au contraire, on est là dans une logique où on considère chaque élève différemment les uns des autres, qui ont donc une manière d'apprendre peut-être qui est différente, en tout cas qui ont des identités, des cultures, des connaissances, des personnalités différentes, et qui doivent interagir en fonction, non pas entre eux simplement en tant qu'individus, mais dans un contexte social, deviennent des acteurs sociaux. Donc on voit bien qu'il y a quand même une direction qui est précise, qui est précisée et qui correspond à l'évolution tout simplement de la didactique des langues ces 50 dernières années, qui est celle de la sociolinguistique, ce qu'on appelle la sociolinguistique. Alors,
je fais référence parfois à William Labov, qui est cité dans le CECRL, et son livre fondamental Sociolinguistics Patterns, Sociolinguistics Patterns, et qui est qui a dit il n'y a pas de sociolinguistique, la linguistique est sociale par essence. Et je pense qu'on est dans cette logique. Il y a eu pendant longtemps un affrontement un petit peu, une dualité, un antagonisme entre la sociolinguistique et la linguistique, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, structuraliste ou générative. Et on a fait une distinction. Alors qu'aujourd'hui, avec le CECRL, on n'est plus dans cette distinction, c'est-à-dire on considère que la linguistique, de manière générale, et l'acquisition d'une seconde langue se fait par la société et par le contexte social. Et je crois que c'est ça qui est le plus important à comprendre dans ce premier chapitre, c'est justement qu'on a une direction qui n'est pas celle de dire qu'on a un talent ou pas à faire une langue et on va réussir ou pas en fonction de ses capacités innées à réussir à apprendre une langue, mais au contraire, tout le monde peut apprendre une langue à partir du moment où il est mis dans des situations de contextes sociaux authentiques, parce que qui dit contexte social dit authenticité. Il ne faut pas concevoir là de mettre les élèves devant des textes, que ce soit écrits ou oraux, des textes qui seraient complètement fabriqués, qui seraient complètement artificiels, où il n'y aurait pas d'authenticité. D'accord, comme c'était dans le temps. Où il faut mettre les élèves devant des textes, encore une fois, texte, ça veut dire des textes écrits ou des documents oraux, qui sont à 100% bruts d'authenticité, avec des vraies personnes qui parlent dans des contextes réels, pas dans des contextes scolaires, mais dans des contextes réels. Il faut montrer un journal télévisé réel, par exemple, n'importe quoi, ou il faut montrer un reportage réel, pas un reportage qui a été fait pour un manuel dans le contexte d'une classe. Non, ça c'est pas un contexte social. Un contexte social, c'est quand on utilise des documents réels et qu'on ne change pas. On pourrait imaginer aussi que ce sont des documents qui ne sont pas manipulés, qui ne sont pas remaniés de quelque manière que ce soit. Où on ne découpe pas les choses, on rajoute ou on enlève des choses. Non, on les prend, les documents tels quels. Parfois, on voit des astérisques dans les documents écrits, un texte, même s'il vient d'une source authentique, on se permet parfois, certains dans les classes, de mettre des astérisques à certains mots et de donner la définition ou un synonyme en bas de page pour aider les élèves à comprendre le texte. Ben ça, c'est déjà de la didactise. Là, on didactise déjà et on éloigne finalement déjà l'élève du contexte social. Pourquoi ? Parce que déjà dans la vraie vie, on ne vous donne pas d'astérisque. Dans la vraie vie, quand vous êtes en Angleterre ou dans un pays anglophone ou dans un pays étranger, on vous demande de lire le journal ou vous lisez le journal, vous n'avez pas les petits astérisques qui ont été faits par le prof avant vous. Donc il faut se débrouiller. Et c'est ça tout l'intérêt de l'éducation et de l'apprentissage des langues aujourd'hui. C'est qu'il faut se débrouiller. On ne cherche pas à ce que les élèves comprennent tous les mots. Et tout à 100%, ce n'est pas le but. Le but, c'est que les élèves puissent utiliser ce qu'ils ont pour faire quelque chose, après on y reviendra. Donc, quand on met des astérisques sur les mots pour expliquer ou donner un synonyme, on empêche l'élève en réalité de se poser des questions. Et de se poser des questions sur comment celui qui a rédigé ça, et qui est un Anglais, un vrai Britannique ou un vrai anglophone en tout cas, comment est-ce qu'il réfléchit lui? Pourquoi il a utilisé ce mot-là et qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Il va se poser ce genre de questions. Alors que si on lui donne un synonyme en français, il ne va pas se poser ce genre de questions. Donc il faut le mettre lui en contexte. On peut le faire utiliser le dictionnaire éventuellement. Mais surtout, on va lui demander de mettre des hypothèses. Et ça va être sujet justement à discussion. Pourquoi est-ce ce mot? Qu'est-ce qu'il pourrait vouloir dire en fonction du contexte? Et là, ça va améliorer l'apprentissage aussi de la compréhension du texte. Si on revient sur des mots qu'on ne comprend pas par le contexte, pour l'expliquer par le contexte, on consolide d'autant plus la compréhension du texte. Donc, tout remaniement du texte, quel qu'il soit, est déjà
une remise en question, si vous voulez, de l'authenticité du contexte social. Donc on part du principe que l'apprenant est un acteur social, pas juste un acteur. Déjà, un acteur, ce serait déjà beaucoup, parce qu'on ne lui demande pas simplement de répéter quelque chose. Hein. On ne lui demande pas simplement de faire plaisir au professeur en produisant quelque chose qui est prévu par le professeur. Mais on va lui demander d'être un acteur, c'est-à-dire de donner, d'agir lui-même et de donner une version qui lui est propre. Pas quelque chose qui est attendu et que tout le monde doit faire de manière générale et uniforme. Mais que chaque élève va être acteur, ça veut dire va décider, va proposer quelque chose de différent, puisque chaque élève est unique. Donc chacun va devoir proposer quelque chose de différent. Ça, c'est assez quand même déjà révolutionnaire pour certains, parce que souvent à l'école, on demande à chacun de faire la même chose, et puis on fait un contrôle, et puis on regarde qui c'est qui a une mauvaise note, qui a une bonne note. Bon. Donc c'est souvent ce qui est attendu, et souvent pour tout le monde pareil. Souvent on demande aux élèves, encore aujourd'hui, de réciter des leçons, de reproduire une leçon, de mémoriser une leçon. Une trace écrite que tout le monde aurait écrit, pareil. Bon, là, on n'est pas vraiment dans cette logique, puisque ici, on est dans une logique où chaque élève est différent, déjà, pour commencer, chaque apprenant est différent, et qu'il est un acteur. Un acteur, ça veut dire qu'il a sa propre façon de voir les choses et qu'il agit. Ça veut dire qu'il fait quelque chose qui n'est pas forcément prévu par le professeur. Et un acteur, qui plus est, social. Social, ça veut dire qu'il est ancré dans la société des gens qui parlent cette langue. Et la société, ça veut dire l'authenticité. Ça veut dire les interactions du monde réel. D'accord ? Pas d'un manuel et des caricatures ou des bandes dessinées complètement fabriquées et complètement artificielles. Non, on va partir de gens qui existent vraiment, qui parlent vraiment de sujets dans un contexte authentique. Pas des documents qui ont été faits pour un manuel, mais des documents authentiques. Et donc ça, ce sont des éléments qui sont fondamentaux pour le CE-CRL, pour bien comprendre le CE-CRL. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.